Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous retrouver en direct sur notre page Facebook pour le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Je suis navrée du retard de ce matin. Nous avons eu quelques petits soucis techniques, qui ont été réglés de façon assez prompte et en direct. Désolée donc à tous pour l'attente. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir Michael Degère, qui est expert en compétences numériques, désigné par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le pacte pour un enseignement d'excellence et qui est aussi technopédagogue à la Haute École libre de Lausanne. Et nous recevons également Céline Colas, qui est coordinatrice, formatrice et animatrice en sciences informatiques pour l'ASBL Codo Wallonie. Et tous les deux aujourd'hui vont nous parler d'éducation au numérique. Donc, ce que nous n'apprenons pas encore à l'école, mais ce que vous pouvez découvrir en famille, y compris en situation de confinement. Donc, merci à tous les deux d'être avec nous. Pour ceux qui nous rejoignent sur ce live 10 sur 10, nous avons pour habitude de vous proposer tous les matins quelques idées d'activités à faire à la maison avec vos enfants pour continuer à apprendre, continuer à créer et à explorer, y compris en situation de confinement. Et ce matin, nous allons parler tout particulièrement de l'éducation au numérique, ces compétences qui sont rendues nécessaires par la fermeture des écoles et par notre situation de confinement. J'ai l'impression que nous avons perdu Michael, mais il devrait se reconnecter. Alors, laissez-moi le réinviter. Les petits aléas. Alors, le revoici normalement. Donc, Michael, qui est technopédagogue et qui a contribué à la réflexion sur le pacte pour un enseignement d'excellence de la Fédération Wallonie. Et Céline Colas. Voilà, nous revoilà avec Michael. Super. Mais écoutez, nous avons à présent tous les deux. Donc, Michael, qui est expert en compétences numériques désigné par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est aussi technopédagogue, et Céline Colas, qui est coordinatrice et formatrice dans l'association l'ASBL Codo Wallonie. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Avec plaisir, merci à vous. C'est super de vous avoir ici pour témoigner. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de l'éducation au numérique. Les écoles et les universités sont fermées en France et en Belgique depuis maintenant presque 3 semaines. Cette situation a exigé des parents, des élèves et des enseignants un usage accentué du numérique. Vous qui travaillez tous les deux sur les usages du numérique et les compétences qui y sont associées, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur la nature de ces compétences? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de compétences numériques? Je commence, tu commences, Céline? Vas-y, Michael. Super, ok, c'est gentil. Ben voilà, c'est vrai qu'en France et en Belgique, la question des compétences numériques n'est pas tout à fait traitée de la même façon. Il faut savoir qu'en France, vous avez un assez long historique qui est vraiment lié à l'apprentissage de tout ce qui est informatique et compétences numériques de manière globale dans vos écoles. Vous avez eu le passage par le B2I, le C2I, qui étaient les certificats qu'on devait passer dans le milieu scolaire. Ah, nous avons perdu Michael. Il devrait revenir. Ah, le revoici. Les petits aléas du direct. Ça met en évidence aussi les obstacles et les freins qu'on peut rencontrer dans cet usage un peu forcé du numérique. Céline, tu veux prendre le relais en attendant? Oui, et rebondir sur ce que tu dis en disant que c'est un des gros points de ces derniers jours, je pense, pour les professeurs, c'est ces problèmes techniques sur beaucoup de plateformes qui ont un petit peu eu du mal avec cet afflux de professeurs. Mais donc, effectivement, comme disait, ah bah voilà, Michael revient. Je suis navré, je ne sais pas ce qui se passe, c'est les 2 fois que je vous quitte, j'espère que ça va s'arrêter. Faut savoir qu'on a des petits problèmes de connexion pour l'instant en Belgique, ils sont en train d'installer les opérateurs 5G justement aujourd'hui, donc on a des petites coupures, donc vraiment navré. Donc je vous disais simplement qu'en France, vous aviez un historique assez important avec le B2I et le C2I, et donc par la suite, depuis 2016, vous avez incorporé ce qui s'appelle un référentiel européen de compétences, DISCOMP, qui fait que vous avez revu vos référentiels et les compétences
compétences travaillées par les enfants. Aujourd'hui, en Belgique, on est en train de travailler sur le même transfert. Donc, on va également adopter un référentiel européen pour intégrer cela dans le cursus scolaire des enfants. Et nous avons en commun avec vous 4 grands champs sur lesquels nous allons travailler avec les enfants. Le premier, c'est tout ce qui est information et littératie numérique et médiatique. Donc, c'est la gestion de l'information, la recherche, le tri, l'organisation de ces données. Le second, c'est la communication et la collaboration, donc tout ce qui est, comme un peu ce qu'on fait maintenant, hein, communiquer et collaborer en équipe, en vidéo ou par écrit ou autre. On a la création de contenu qui est un petit peu liée à tout ce qui est à la fois bureautique d'un côté, apprendre quand même à faire du traitement de texte et autres, mais également de tout à fait à l'autre opposé, on a la création de code, pourquoi pas, et entre les deux, tout ce qui est peut-être vidéo, affiches et autres visuels numériques. Et enfin, un quatrième champ, qui est peut-être celui qui est le plus innovant dans le monde numérique, c'est la sécurité. La sécurité du matériel, ça fait longtemps, hein, tout ce qui est antivirus et autres systèmes de ce style-là. Mais il y a aussi la sécurité, le bien-être de la personne qui utilise l'Internet et des personnes à qui on parle et à qui on transmet un message quand on utilise Internet. Donc voilà les 4 grands domaines qu'on partage avec vous. La seule différence, c'est que chez nous en Belgique, ce n'est pas encore au programme et donc on invite aujourd'hui, grâce à vous, les parents à s'intéresser à cette question et peut-être à occuper leurs enfants à ce sujet pendant cette période de confinement. Super, merci beaucoup, Michael. Céline nous parlait tout à l'heure des quelques aléas aussi, des freins terrain qu'on rencontre en ce moment parce qu'on est forcé d'utiliser de façon accentuée le numérique. Tu veux nous en dire plus, Céline? Ben voilà, non, c'est vrai que ici, moi, je suis un peu extérieure par rapport à la situation, puisque donc nous, on va dans les écoles d'habitude, et pour le moment, ben nous, on est un petit peu bloqués, hein. Donc moi, je regarde cette situation de loin et je vois énormément de profs qui déjà découvrent le numérique, ce qui est, je trouve, très marrant, puisqu'en fait, bon, le numérique, il est quand même présent dans nos vies depuis quand même pas mal d'années. Et qui est présent dans nos vies encore plus pour les enfants, bien que pour moi, il est présent tout autant chez les adultes que chez les enfants. Et du coup, ben, ils font des choses dans l'urgence. Alors bon, ben, c'est une urgence qu'on ne gère pas et on fait ce qu'on peut, tous, pour le coup. Et c'est vrai que je vois déjà donc tous ces toutes ces questions, tous ces stress aussi, pas mal, que ce soit au niveau des enseignants, mais aussi au niveau des élèves, puisque du coup, ça se répercute. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? J'ai peur, je dois avoir ma matière, j'envoie tout. Puis les élèves chez eux, et notamment les parents aussi, sont assez perdus dans toute cette masse. Et puis, effectivement, comme je disais, ben, les aléas techniques de la situation font que on utilise tous ici en France et en Belgique les mêmes plateformes qui alors maintenant se stabilisent, je pense, mais ont bien eu du mal il y a 2-3 semaines justement, et bon, ça n'a pas été évident, je sais, pour beaucoup. N'est-ce pas, Michael? Je pense que vous avez souffert. Je confirme. Mais voilà, donc mon regard extérieur montre ça, et c'est vrai que on voit l'intérêt maintenant de travailler avec le numérique et de bien travailler avec le numérique, de réfléchir à ce qu'on fait avec, que ce soit dans le contexte quotidien, mais aussi avec le travail, les enseignants et le travail scolaire. Effectivement, c'est une période un peu particulière qui finalement met un coup d'accélérateur à une dynamique sur laquelle vous travaillez tous les deux, d'essayer de mettre le numérique au profit d'une qualité d'enseignement. C'est aussi l'occasion, cette période de confinement un peu particulière, peut-être de découvrir justement ces compétences-là en famille, de mettre en place des activités qui sont que vous allez nous décrire, des activités qui sont assez aisées à prendre en main pour justement travailler ces 4 grands champs que vous nous citiez tout à l'heure. Si on prend par exemple cet axe qui est celui de l'information et des données, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'activités à faire en famille pour approfondir ce sujet? En préparant cette petite rencontre, on s'est permis, Céline et moi, de présenter préparer chacun une chose à vous montrer. Je propose, Céline, que tu puisses commencer sur ce sujet-là, si tu veux. Ouais, alors moi je veux déjà déroger parce que j'ai 2 choses à présenter. Bravo. Bah écoute, il y a tellement de trucs en fait que c'est très compliqué de vraiment fixer. Alors du coup, je vais vous proposer oui. Alors du coup, il y a Google Chrome qui me demande partager mon écran. Tout va bien.
Oui, si. Hop. Ah, évidemment, On je laisse aller savais à du pas. direct. Ouais, je vais faire ça pendant que tu papotes. Donc, je vais déjà expliquer, puis je montrerai à la limite les interfaces après. Ce sera plus facile. Donc, la première interface, c'est la playlist de Lumni. Donc, Lumni, c'est une chaîne YouTube. C'était avant France TV Info, hein, je pense, si je me trompe pas. Maintenant, ils l'ont remis Lumni. Et en fait, ils ont fait une playlist, la collab de l'info. Donc, c'est un mix entre des YouTubeurs et des journalistes télé. Qui montre des thématiques autour de l'info, donc les fake news, les genres représentés dans l'information, euh, comment recouper ses sources, tout ce qui est jeux aussi, les jeux gratuits quand on joue sur notre téléphone, les trolls sur Internet, etc., etc. Donc cette playlist est assez intéressante. Alors euh, c'est très passif, hein, parce que c'est regarder des petites vidéos, mais elles sont assez sympas, c'est des petites vidéos rapides à regarder, adaptées même aux plus jeunes, hein, enfin pas trop jeunes non plus, mais 8-9 ans selon moi. Et alors le deuxième site, là c'est un site où on est déjà un peu plus dans la création, malgré le fait qu'on travaille l'information, c'est le site Décode. C'est un site qui va permettre de passer de différents langages. Et donc, on va pouvoir coder des petites énigmes en code, par exemple, le code César, la route César ou euh, ce genre de choses. Et l'idée, ben, c'est de proposer aux parents ou aux grands frères, aux grandes sœurs aussi, de pouvoir faire des petites énigmes sympathiques. Ça fait travailler la collaboration, puisqu'on peut être plusieurs à coopérer. Moi, je fais ça dans mes stages le matin pour les réveiller. Je leur donne une petite énigme, ils sont par groupe, et puis le but, c'est que le premier groupe trouve. Et puis en même temps, ben, ça fait travailler le français, parce qu'on peut travailler beaucoup autour de tout ce qui est alphabet. Les chiffres aussi, puisqu'on peut faire des codes basés sur les chiffres, etc., etc. Puis c'est de la culture générale aussi, je trouve. Donc voilà. Là. Merci beaucoup Céline. Vous retrouverez les liens que Céline vient de citer dans les commentaires de ce live et vous les retrouverez aussi dans notre sélection de contenu sur notre site internet. Merci beaucoup Céline. C'est intéressant comme en réalité, quand on travaille le numérique, on travaille beaucoup d'autres compétences que simplement des compétences numériques. Bien sûr. Voilà, de mon côté, je voulais vous présenter peut-être une activité cette fois-ci, non pas un site directement, mais à faire en famille, une activité qu'on voit très peu se faire dans les ménages et qui pour moi est intéressante. C'est le choix du moteur de recherche en fait, en famille. De se poser des questions sur, tiens, est-ce qu'il y a un ordinateur ou plusieurs? On peut aussi avoir des choix différents dans le moteur de recherche que l'on va utiliser selon la taille de notre famille. Et se poser la question sur, tiens, voilà, est-ce que j'ai envie de choisir un moteur de recherche comme par exemple Quant pour Junior pour les enfants, en se disant, tiens, voilà, il délimite un cadre, donc il faut bien comprendre que ce qu'on va y trouver n'est pas la totalité d'Internet, c'est une présélection. Donc on peut discuter là-dessus avec ses enfants en fonction de leur âge. Ou avoir une approche plutôt éthique en se disant, tiens, je choisirais bien Ecosia par exemple, parce qu'Ecosia, tous les X recherches, il va y avoir un arbre qui sera planté pour remercier les utilisateurs et reverser l'argent dans ce style-là. Et nous avons perdu Mickaël. C'est arrivé bien plus tard que les premières déconnexions. Effectivement, vous retrouverez les liens des deux moteurs de recherche dont Mickaël vient de parler dans nos commentaires. Donc, Quant Junior pour les enfants et Ecosia, qui est effectivement un moteur de recherche qui, au bout d'un certain nombre de recherches, va en réalité reverser alors Mickaël vient de revenir, va reverser les fonds associés à une association qui s'occupe de reforestation et qui donc a une ambition d'avoir une empreinte écologique, si ce n'est positive, au moins neutre.
Donc, ça permet aussi de discuter d'autres sujets. Te revoilà, Michael. Je vous promets qu'à la prochaine intervention de Céline, je me déconnecte, je me branche avec un câble et je regarde aussi. Ça, c'est promis. Vraiment navré. Et donc, je disais, voilà, il y a plusieurs choix de moteurs de recherche qui peuvent être faits selon des philosophies. On peut aussi penser à DuckDuckGo, il y a d'autres solutions. Il y en a un que j'aime beaucoup pour découvrir avec les plus petits, c'est Tac à trouver. Alors, c'est un site qui n'est pas forcément un très beau moteur de recherche visuellement, mais il mélange l'idée du moteur de recherche et de l'annuaire, c'est-à-dire qu'il va lui-même par défaut proposer pas mal de liens pour les enfants qui vont permettre de découvrir un petit peu l'internet par les liens proposés par défaut et non par une recherche faite par l'enfant. Et donc, on peut découvrir notamment sur leur page d'accueil des vidéos de Vince et Lou, qui sont des petits personnages très sympathiques qui vous expliquent un petit peu tout l'univers de l'Internet et les dangers et les potentiels aussi plaisirs qu'on peut y trouver, parce qu'on parle beaucoup des dangers de l'Internet, mais c'est quand même une belle source de savoir et de découverte, comme aujourd'hui, notamment la vidéo que l'on fait. Donc voilà, passer un petit peu de temps sur réfléchir ensemble à quel outil on veut choisir, peut-être des différents, peut-être des qui sont supervisés par l'adulte, peut-être des qui ne le sont pas, et voir un petit peu si derrière ces choix, qui sont des choix qu'on va refaire sur tous les autres sites Internet finalement, qu'est-ce qu'on peut véhiculer comme valeur dans le choix que l'on fait. Merci beaucoup, Miguel. C'est vraiment l'occasion, effectivement, d'avoir des débats en famille et de pouvoir questionner un petit peu ses choix et d'être un acteur réfléchi et actif d'Internet plutôt qu'un consommateur passif. Ce qui nous amène un peu, ce qui nous amène finalement à ce deuxième axe de travail que vous avez cité tout à l'heure. D'accord, super. Celui qui s'appelle partager et collaborer, justement. Parce qu'Internet et le numérique, c'est aussi ça. Céline, des idées d'activités à faire en famille? Oui, alors moi, c'est plus un outil qu'on met peut-être pas souvent en avant, mais que je trouve intéressant sur pas mal de points. C'est Framasoft, la suite Framasoft. Alors, Framasoft, c'est français hein, à la base. C'est le but est de dégoogliser Internet et donc d'offrir toute une série de services que l'on connaît, hein, qui sont souvent utilisés par les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc de prendre ces outils-là et de les rendre accessibles, libres, grâce à une communauté de développeurs, la plupart du temps bénévoles. Et donc Framasoft, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plein de choses, hein. Ils ont les traditionnels Word, OpenOffice, etc. Ben c'est Frama Libre, Framakey, etc. Mais ils vont avoir aussi des choses que l'on pense qui ne sont que à certains endroits. Par exemple, Minecraft. On pense que Minecraft c'est unique. Eh ben non, il existe Minetest. Minetest, c'est la version libre et gratuite. Précisons-le, parce que Minecraft était gratuit avant, maintenant il n'est plus depuis quelques années. Et donc Framasoft va permettre d'avoir tout ça. On va avoir aussi Framapad qui va permettre, comme un Google Doc, hein, de pouvoir écrire et avoir un document collaboratif ensemble. Et donc j'aime beaucoup tous ces services. En plus, ils s'étoffent. On peut avoir des blogs maintenant. Il y a énormément de choses. Et donc voilà, je trouve que ce soit au niveau travail, mais aussi au niveau oui, ça peut être dans la famille. On peut très bien mettre en place un Framapad tous ensemble où on se dit que voilà, si on est à 4 dans une maison, si on veut pas tous être les uns sur les autres tout le temps et pouvoir quand même discuter et pouvoir quand même travailler ou en tout cas avoir des discussions ensemble, on peut très bien effectivement avoir un Framapad pour tout le monde. Pour dire la liste des courses, par exemple, tout simplement, et que chacun ait son mot à dire. Voilà. Et donc ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise moi-même pas spécialement autant que ce que je voudrais. Donc voilà, ne faites pas, faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on le dit souvent. Mais il va y avoir aussi des Framatalk. On va avoir Framateam. Donc voilà, donc un peu ce qu'on fait là, mais en libre et alors en moins connu aussi. Peut-être en plus buggé aussi, on ne sait pas. Quoique, hein, nous avons vu aujourd'hui que la technologie est pas toujours fiable. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et donc oui, alors je peux pas vous montrer mon écran parce qu'en fait il faut que je redémarre tout
tout mon Google Chrome, voilà. Mais du coup, je mets les liens effectivement de FraMindTest, parce que du coup, Mindtest a été repris par Framasoft. Ils ont fait un serveur spécial sur Mindtest. Donc c'est précisément FraMindTest Edu, je pense, si je me trompe pas. Mais blablabla, je regarde vite fait si vous le désirez. Hop. Oui, c'est ça, FraMindTest Edu. Et donc vous avez tout un serveur spécial pour ça. Voilà. Et puis ça permet de jouer aussi, parce que apparemment beaucoup de gens préconisent le jeu pour sortir un petit peu de notre réalité un peu anxiogène. Alors il y en a certains qui préconisent le jeu genre pandémie, ce genre de choses. Je suis pas sûre que ça sort beaucoup du quotidien, mais du coup je pense que FraMindTest peut être sympa. Voilà. Et je finis et je clôt et je passe la parole à mon collègue. C'est quand même bien fait. Hein. Merci beaucoup, Céline, d'avoir comblé ce petit moment de reconnexion. J'espère que ça va tenir maintenant. J'ai vraiment les personnes qui installent l'antenne 5G à côté de moi, donc j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui me coupent sans arrêt. Je suis navré. Donc, on est toujours dans l'idée du partage et de la collaboration. Et moi, ce que j'avais envie de mettre en avant par rapport à ce point-là, c'est la collaboration aussi du savoir, le partage de connaissances entre les enfants. Et j'avais envie d'inviter les parents qui le souhaitent et les familles, parce que c'est vraiment un exercice qu'on peut faire en famille, d'aller compléter en fait des wikis. De la même façon qu'il existe Wikipédia, il y a des wikis pour les enfants. Alors, je peux vous partager mon écran. Alors, je ne serai pas informé si ça coupe, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire assez vite, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ça. Voilà. Donc, il y a deux wikis qui sont particulièrement sympas pour les enfants. On a d'un côté Wikidia et de l'autre côté Wikimini, qui sont deux wikis comme Wikipédia, bien évidemment. Là, je vais me remettre en ligne, c'est juste pour vous montrer rapidement les interfaces. Mais donc, Wikimini comme Wikidia vont permettre aux enfants d'aller chercher, d'aller analyser le savoir posé par d'autres enfants sur n'importe quel sujet, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, de le remettre en question, de discuter et peut-être de corriger ou d'adapter, ou voire même encore mieux, de compléter le savoir commun. Nous, par exemple, on s'est amusé avec mes enfants il y a quelques jours à prendre des photos d'animaux de notre jardin. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et aller poster ces photos sur les différents animaux qui étaient expliqués sur le site, mais dont il n'y avait pas de photos. Et donc voilà, on a un peu rajouté ces contenus partagés, expérimentés. On a aussi découvert des choses par rapport à ces animaux qu'on avait simplement pris en photo, mais dont d'autres enfants avaient étudié le fonctionnement, la famille, etc., etc. Génial, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces idées. C'est vrai que le fait de se mettre en posture de créateur de contenu permet aussi d'interroger un petit peu les mécanismes derrière cette création de contenu, peut-être d'être un petit peu plus critique vis-à-vis du contenu qu'on reçoit depuis Internet ou sur les médias. Et c'est aussi une façon justement de mettre en pratique les compétences dont vous avez parlé dans l'axe précédent, information et données. Donc tout ça est extrêmement cohérent. Et ça nous amène justement sur cette troisième domaine de compétences qui est celui de la création de contenu. Parce qu'Internet et le numérique, c'est aussi ça, c'est une façon de faire entendre sa voix en tant qu'utilisateur. Ouais. Alors, je prends le relais avec ma casquette là pour le coup d'animatrice et de formatrice dans la sauce que je gère. Puisque du coup, moi, je vais vous parler de création de contenu ou en tout cas de contenu sciences informatiques, forcément. Et je vais pas faire dans le sensationnel avec quelque chose de neuf, mais alors on a de nouveau perdu Michael, c'est pas grave. Vous parlez de code.org, qui est donc l'heure du code. Alors, code.org a cet intérêt d'avoir différents pans dans le site. On a le pan très connu de l'heure du code, alors qui est déjà très intéressant, qui peut permettre aux plus jeunes ou même aux néophytes. Je parle de ça parce que je sais que beaucoup d'adultes prennent au jeu de l'heure du code, en fait. Ça permet de rentrer dans quelque chose sans pour autant se casser la tête, comme on pourrait dire, et de façon très simple, puisque c'est plus ou moins, alors on dit une heure du code, mais suivant l'appropriation qu'on s'en fait, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1h30, 2 heures. Bon, au-delà de 2 heures, ça veut dire que vous pataugez un peu trop dans la semoule, à mon avis. Donc il faut peut-être
voir un petit peu ce qui se passe. Mais alors, il y a surtout un deuxième pan qui est le pan cours. En fait, ils ont créé vraiment tout un cours à partir de 3 ans, hein, donc on est sur quelque chose d'assez précoce. À partir de 3 ans, alors moi ici en Belgique, en France, je dirais pas nécessairement 3 ans parce que je sais que l'appropriation numérique est pas encore top, on va dire, et je suis d'avis de commencer un tout petit peu plus tard pour laisser le temps de s'approprier déjà les outils et puis du coup les plateformes. Mais alors du coup vous avez des cours où vous avez 2 types d'activités. On va avoir les activités connectées qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Alors ça fait partie du parcours, donc forcément c'est mieux de les faire. Mais vous avez aussi des activités déconnectées. Et pour ça, en fait, il y a des petites vidéos qui expliquent l'activité et puis il y a le matériel qui est téléchargeable. Alors c'est super intéressant parce que du coup dans les familles, ben, si on veut limiter les temps d'écran, notamment chez les plus jeunes, en sachant qu'ils sont potentiellement déjà sur l'écran avec une petite visioconférence avec le professeur ou des cours à faire, etc. Ben, ça permet du coup de faire quand même quelque chose autour du numérique sans pour autant être connecté, parce que oui, on peut faire des choses en déconnecté. Le jeu du robot, le jeu de la tartine, c'est des choses aussi sympathiques à faire, qui sont pas nécessairement expliquées sur cette plateforme code.org, hein, mais que j'aime bien aussi montrer. Et donc voilà, c'est assez intéressant. L'avantage aussi de cette plateforme et de ces cours, c'est que donc je parle de 3 ans, mais en fait ça va jusque 18 ans. Et donc on s'est allé assez loin dans le processus, avec des activités assez abouties. Alors, il y a certaines activités qui sont pas nécessairement faisables à la maison, mais a priori, toute une série d'activités est totalement utilisable. Et alors, on a 2 pans. On a le pan accès pour les jeunes. Et donc là, ils ont accès, ils font leurs cours. Il y a le pan accès pour les éducateurs qui vont permettre, éducateurs ou parents, hein, qui va permettre de montrer justement les consignes, etc. Et d'avoir un accès aussi pour faire des classes. Alors, ça, c'est encore autre chose, mais pour les profs qui voudraient se lancer là-dedans, ça peut être une chouette occasion aussi. Voilà. Super. Céline, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le jeu du robot ou celui de la tartine pour que les parents curieux alors le jeu, je vais expliquer vite fait les deux. Effectivement, le jeu du robot, c'est l'idée de travailler par 2. Alors ça peut être les parents et les enfants, hein. Et le but, c'est il y a un des deux qui est un robot. Alors qu'il doit bien jouer son rôle, hein. Donc vraiment, un robot, c'est bête, donc ça fait que ce qu'on lui dit. Et ça interprète pas. Ça fait strictement ce qu'on lui dit. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir le programmeur ou la programmeuse qui va devoir donner des ordres. Alors on peut faire ça de plein de manières différentes. On peut créer des petites cartes avec des symboles. On peut faire par écrit. On peut faire oralement. On peut faire avec un code particulier. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il existe quelques démonstrations. Je peux aussi envoyer un ou 2 liens de vidéos qui montrent ça. On peut faire ça de façon totalement, je veux dire freestyle, c'est-à-dire dans la maison, le robot il commence dans la cuisine, il finit dans la chambre. Mais on peut faire ça aussi avec un quadrillage dans la cour, si vous avez une cour ou une terrasse et que vous pouvez écrire dessus avec de la craie potentiellement, c'est mieux. Voilà, on peut créer un quadrillage et faire quelque chose de peut-être plus facile pour les plus jeunes notamment. Et on peut faire la même chose sur papier aussi. Le robot se trouve être un petit personnage, un petit Playmobil, un petit Lego. Le jeu de la tartine, là par contre, on sait pas faire ça sur papier, en tout cas pas tout seul dans son coin. Il faut être 2 minimum. Alors c'est toujours plus sympa quand on est beaucoup. L'idée, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui est un robot de nouveau, mais il a faim le robot et il veut manger une tartine et il a tous les ingrédients devant lui. Alors je préconise de prendre du choco et pas de la confiture. Voilà, c'est la petite anecdote. Voilà, je vais pas expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Et le but, c'est de faire sa tartine en suivant les ordres. Alors il y a eu une vidéo qui a fait le buzz il y a quelque temps de Josh Jarnit, qui est un Américain, qui a fait ça avec ses enfants. Donc c'était avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Et donc le but, c'est qu'ils devaient écrire toutes les phrases, toutes les instructions sur un papier. Ça leur a pris des heures et des heures. Et ils amenaient ça au papa, qui lisait
et qui faisait. Je peux essayer de vous retrouver la vidéo aussi, elle est juste excellente. Il a fait ça avec des ramen aussi, enfin il a fait ça avec plein de choses. C'est excellent, c'est n'importe quoi. Mais nous on le fait aussi donc dans les stages, etc. Et notamment avec les grands, bah, il faut pas hésiter à aller très très loin. Hein. Quand on demande de prendre le couteau, par exemple, bah, on le prend n'importe comment. Quand on demande de verser toute la confiture, bah, on verse toute la confiture. Bon, voilà, il y a certains moments où on dit stop quand il joue un petit peu trop avec la nourriture, forcément, hein, on respecte un peu la nourriture, mais voilà, c'est un jeu très très sympa. Ça permet de travailler le français, ça permet de travailler le vocabulaire, ça va permettre aussi de travailler la communication entre nous, et puis de façon globale, c'est assez marrant pour réveiller le matin les jeunes pour faire leur tartine, ça peut être sympa. Super, merci beaucoup Céline. Ce qui est super avec Céline, c'est qu'elle me tend une perche royale en parlant des tartines et de la loi de Murphy, du coup, qui va faire que au moment où je vais parler, ça va se couper, j'imagine. Donc voilà, croisons les doigts. Ça a l'air de tenir. Tout le temps que tu as parlé, Céline, j'étais là. Espérons que ça reste pour moi aussi. C'est ce dont je crois. Je croise vraiment les doigts. En tout cas, juste pour vous proposer deux petites choses rapidement, comme ça on ne prend pas le risque de la déconnexion. D'un côté, il y a les outils bureautiques qu'on sous-estime quand même beaucoup, je trouve, dans l'apprentissage des enfants, alors que c'est un outil qu'en tant qu'adulte, pour dans beaucoup de métiers, on utilise au quotidien, y compris l'enseignant d'ailleurs qui donne cours, qui prépare ses activités sur son ordinateur par l'aide de la bureautique. Et bien justement par rapport à ça, il y a un super site quand même qui s'appelle Open Classroom, qui est un outil de formation en autonomie. Alors peut-être plus pour la tranche d'âge du secondaire vu la forme, mais on peut quand même essayer ça avec du primaire. Vous adapterez avec le système français, j'espère, de votre côté. Voilà, on peut découvrir en autonomie, suivre des activités assez intéressantes et découvrir notamment la bureautique, mais il y a également le code et pas mal d'autres choses sur ce site-là. Et deuxième élément, c'est pour les plus petits, mais j'avais envie de penser à eux aussi, notamment en maternelle, avec donc avec vraiment les enfants de 3 et 6 ans, avec une activité de stop motion aussi pour pouvoir créer des petites vidéos très 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 sympathiques. Là, vous allez sans aucun problème sur un site comme Vimeo, YouTube, et vous allez trouver des exemples par dizaines d'enfants qui réalisent des stop motion. Alors, il suffit d'installer une application sur son smartphone ou sa tablette si on en possède une. Je vous conseille pas l'ordinateur, c'est plus compliqué à manipuler. Mais vous pouvez construire un petit personnage ou prendre les jouets de vos enfants et animer ça sous forme d'histoire. Nous, on s'amuse parfois ici à la maison à reconstituer des scènes de films qui nous ont beaucoup plu avec les personnages que l'on a. J'ai un fils qui est fan de la série Star Wars. Il a tous les personnages. Du coup, on rejoue les scènes en animation et on fait des voix off. Et voilà, on produit des contenus qui permettent encore à l'enfant d'être distant de l'écran. On ne sait pas lui qu'on voit, il se met pas en avant. Donc, c'est quand même quelque chose de plutôt rassurant pour les premières productions. Idem pour le parent. Mais par contre, le produit fini, voilà, c'est chouette. C'est un personnage qu'on peut utiliser. Soyez juste prudent par rapport aux droits d'auteur, évidemment. Si vous mettez la musique de Star Wars sans bruit de fond de votre vidéo, elle sera supprimée de YouTube. Mais vous pourriez quand même partager avec des séquences assez sympas avec le reste du monde. Et surtout vos camarades de classe qui sont loin de vous, avec qui vous pourriez partager vos créations. Génial, merci beaucoup Mickaël. Nous partageons tous ces liens dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à préparer vos questions pour nos deux experts aujourd'hui. On prendra bien sûr le temps de les relayer et de les traiter ensemble. Avant les questions, il y a un dernier axe dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de la sécurité. Ouais. Est-ce que vous avez des idées d'activités pour expliquer un petit peu ce concept pas forcément simple aux enfants? On continue. En mettant une perche là pour enchaîner. Je vais inverser cette fois-ci, je prends la parole en premier. Mais on parle d'activités simples et le site s'appelle Cybersimple. On peut pas faire plus facile. Donc voilà, tout est lié. Qui d'ailleurs, je pense, un partenariat avec Bibliothèques sans frontières Belgique. Peut-être que France aussi d'ailleurs, je ne sais pas très bien c'est qui se cache derrière les partenariats. Mais en tout cas, voilà, Cybersimple, c'est un produit assez sympathique avec une interface visuelle démentielle. Je vais d'ailleurs repartager mon écran pour vous montrer un petit peu le visuel. C'est vraiment l'équivalent presque d'un jeu vidéo, ça s'appelle Interland, dans lequel vous allez circuler d'un monde à l'autre avec vos enfants. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on peut trouver des activités pour tous les âges si on cherche bien. Au début, il faut un peu se balader dans les différents mondes, mais on incarne des petits personnages. On vit des activités qui ont l'air ludiques, mais qui derrière cachent vraiment des grands concepts de la sécurité. On voit bien ici la montagne de la prudence. Réfléchis bien avant de partager. Donc, on fait un lien avec le partage de tout à l'heure. Le concept des secrets aussi, ne pas partager sa vie privée de manière trop évidente sur des sites qui pourraient relier l'information ou l'utiliser contre soi.
le comportement en ligne, la gentillesse par rapport aux autres. Hein, c'est aussi ça, sa sécurité, c'est s'assurer de son comportement et du bien-être que l'on peut prodiguer aux autres. Et on va comme ça de monde en monde, on va pouvoir jouer, travailler les fake news, etc. Et se préparer non pas à une sécurité purement technique comme peut le faire un antivirus ou un outil comme celui-là, mais plutôt une sécurité d'usage en tant qu'utilisateur d'Internet et producteur éventuellement de contenu par la suite. Donc, par exemple, si vous avez fait ces fameuses vidéos stop motion juste avant et que vous avez envie de les publier, ben, allez peut-être faire un tour sur l'île du partage et voyez un petit peu ce que ça sous-entend partager et découvrir un petit peu avec ce personnage ce que lui a partagé, les aventures positives et négatives qu'il a rencontrées. Et moi, je vais embrayer sur justement un outil qui est plus pour les plus grands, mais que j'aime beaucoup, alors qui existe depuis maintenant quelques temps. C'est Do Not Track. C'est une web série qui a été faite par Arte, entre autres. Alors il y a donc qui dit web série dit petites capsules vidéo qui sont pas très longues, hein, c'est à chaque fois entre 5 et 10 minutes, je pense, si j'ai bon souvenir. Mais surtout, il y a tout un jeu. Alors, on va dire ça un jeu, mais c'est plus qu'un jeu, où l'utilisateur, donc vous en tant que spectateur, êtes amené à mettre certaines de vos préférences, certaines de vos informations qui sont utilisées que pour la web série, hein, donc il n'y a pas de stress à avoir. Et qui vous montre un petit peu ce que ça implique d'aller sur tel ou tel site et de faire telle ou telle chose. Et on se rend compte que notre quotidien et le quotidien du matin, comme beaucoup de monde, c'est je vais sur un site d'info, je vais sur un site réseau social. Typiquement, moi, c'est RTBF et Facebook. Ben, on se rend compte qu'il y a plein de cookies. Alors pas les biscuits. Voilà, comme ça la blague est faite. Merci, bonsoir. C'était Céline. Merci. Pas les cookies ceux-là, mais des cookies qui sont cachés, donc qui reprennent vos informations, qui les gardent et qui vont les donner notamment à des régies publicitaires. Et donc on se rend compte de ça et au fur et à mesure du périple, hein, puisque du coup c'est 5-6 capsules, on se rend compte qu'on est traqué tout le temps et que si on fait pas attention, si on met pas en place des choses, si on va sur n'importe quel site tout le temps, en fait nos données sont vendues un peu à n'importe qui et puis scandale Cambridge Analytica, etc., etc. On va pas aller trop dans l'anxiogène de nouveau, hein. Je pense que notre quotidien pour le moment est assez compliqué de ce point de vue-là. Mais du coup, effectivement, il y a tout ça qui existe et donc Do Not Track montre ça, montre un petit peu les ramifications. Alors, comme je disais, c'est un outil qui existe depuis quand même quelques temps. Moi, je le montre depuis facilement 3-4 ans, donc voilà, il est pas tout jeune, mais il fonctionne toujours et c'est toujours intéressant de le tester. Et alors, je parle de ça aussi de nouveau aux enseignants et aux parents. Il y a 2-3 polémiques sur certaines plateformes de visioconférence à l'heure actuelle qui sont beaucoup utilisées par certains profs. Eh bien, ça peut être une technique pour se rendre compte que ces plateformes ne sont pas toutes nettes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Céline Collas qui est formatrice, animatrice pour l'ASBL Codo Wallonie et avec Michael Degeur qui est technopédagogue et qui est expert en compétences numériques, qui a notamment travaillé sur le pacte pour l'excellence de l'enseignement. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires du live pour nos deux intervenants qui y répondront, je suis sûre, avec profondeur et créativité. Nous avons eu la chance aujourd'hui, nous avons eu aujourd'hui pas mal d'idées d'activités à faire en famille pour explorer les 4 grands champs des compétences numériques que je vous rappelle, donc information et données, partager et collaborer, création de contenu et enfin sécurité. Et ce sont toujours des idées d'activités qui sont ludiques, adaptées, qu'on peut adapter à tous les âges et qui sont des activités qui utilisent vraiment tout un tas de compétences au-delà de celles du numérique. On y travaille la syntaxe, on y travaille la numératie. C'est vraiment des activités qui sont très interdisciplinaires
et qui utilise plein de leviers ludiques et de motivation pour les enfants pour aborder des sujets très sérieux. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Peut-être avant de prendre les questions de l'audience, Céline et Mickaël, je me permets de vous en poser une petite. En tant que parent, on peut parfois avoir l'impression que les enfants en savent plus que nous sur le numérique. Quels conseils, alors et cette impression est peut-être vérifiée ou pas, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour appréhender ce sujet-là en famille? Qui commence, Céline? Alors moi, je veux bien parce que j'ai un regard justement totalement externe. Je suis pas parent et moi, effectivement, cette remarque me fait beaucoup rire parce que on amène, enfin moi personnellement, je trouve, alors, je sais que c'est des généralités, hein, ce qu'on fait là, clairement. Clairement, c'est pas vrai. Forcément, les enfants baignent là-dedans parce que eux ont eu très vite devant eux, consciemment ou pas, volontairement ou pas, ça c'est encore une autre chose. Hein. On sait que des fois les parents ne font pas gaffe, le téléphone se balade et puis le petit qui a 1 an et demi va le prendre. Mais globalement, les enfants vont avoir très vite un GSM en main, une tablette, un PC peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas vont avoir ces outils en main plus vite que nous. Bah forcément, les tablettes ça existait pas ou presque pas. Moi j'avais 31 ans, je peux vous assurer que j'ai commencé vraiment à être sur les réseaux, etc. Enfin, et à être sur un ordinateur, j'avais 10-11 ans. Bon, je suis un peu biaisée parce que j'ai une maman informaticienne et donc, par définition, j'étais sur un ordinateur bien avant. Mais bon, on va pas le dire ça. Mais ok, ils ont ces outils-là beaucoup plus vite que nous. Mais en fait, ils s'y connaissent pas plus. On leur met ça, ils savent effectivement faire des gestes très basiques comme swiper, hein, donc chipoter un peu sur le smartphone, sur la tablette. Mais quand on va plus loin, qu'on voit un petit peu l'explication, qu'on essaie de comprendre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas, sur quoi ils vont, leurs usages en fait, et leurs connaissances sur ces thématiques, on se rend compte que, ben en fait, elles sont soit nulles, soit très peu précises. Alors je dis pas que les adultes, les profs s'y connaissent mieux, les parents s'y connaissent mieux. Je pense qu'il y a cette inhibition de la part des adultes de se dire ah c'est encore un nouveau truc, oh là là je suis trop vieux, dès qu'on parle des personnes peut-être plus âgées, bien que je peux vous assurer qu'il y a plusieurs personnes plus jeunes que moi qui m'ont déjà un petit peu fait cette remarque et je me suis dit mais t'as 20 ans mon grand, qu'est-ce que tu viens me parler d'être trop vieux? Mais voilà, je pense qu'il y a une inhibition pardon de la part des enseignants et des parents et aussi des fausses informations d'une certaine manière, des fausses représentations, notamment des médias, alors que moi, sincèrement, je le vois, l'utilisation, les usages et les connaissances des adultes et des parents sur les technologies sont pas moins avancées que celles de leurs enfants, bien au contraire. Et en plus, ils peuvent aussi comprendre d'où ça vient. Une clé USB, les enfants, ben ouais, c'est une clé USB quoi. Quand on leur dit c'est quoi enfin ça vient d'où la clé USB? Ah ben c'est un outil de stockage. En fait, avant il y avait ça, et avant il y avait une disquette. Ah ben du coup maintenant tu peux cliquer sur la disquette pour enregistrer un document et ils nous regardent, c'est bon, ils ont plus rien compris quoi. Ben voilà, c'est une culture numérique que nous avons adultes et que les jeunes ou les plus petits notamment n'ont pas, clairement, selon moi. Ben, je vais du coup prendre le contre-pied de Céline. Hein. Je vais m'amuser à faire le papa qui parle. Voilà, moi j'en ai 3 à la maison, donc j'ai une expérience un peu différente. Et je voulais vous partager une astuce que j'ai au quotidien et qui pourrait peut-être aider les parents un peu démunis. Voilà, j'ai la chance de ne pas l'être, évidemment, je baigne là-dedans, mais je joue souvent ce rôle avec mes enfants parce que ça permet d'avoir un dialogue un peu plus sympa. En fait, l'astuce, elle est toute simple, c'est qu'on parle de numérique sans être à ce moment-là connecté.
je crois que ça aide énormément. C'est-à-dire qu'on se retrouve autour de la table avec mes enfants, où on se met à l'arrêt, il a travaillé 1 heure sur son ordinateur, où il a joué, peu importe ce qu'il a fait finalement. Après, on prend le temps simplement de s'asseoir autour d'une table et d'en discuter. Et là, quand on commence à en discuter, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des réflexions d'adultes qu'eux n'ont pas, en fait. Et donc, on peut se poser des questions très simples, hein, les simples QQOCP, qui, quoi, où, comment, pourquoi, combien, enfin, toutes ces questions très basiques qu'on peut se poser. Tiens, tu as été sur quel site, pour faire quoi, à qui appartient ce site, comment ce site gagne de l'argent, où sont tes données, des questions simplement qu'on peut se poser sur base du discours que l'enfant a et lui dire, tiens, tu as été voir une vidéo pourquoi ce garçon fait des vidéos, tu penses que, c'est pour être une célébrité, est-ce qu'on peut être une célébrité sur Internet, etc. Et puis, alors, il y a des questions qu'on peut poser, vous allez voir, qui sont d'un ridicule absolu, mais qui pourtant vont lancer un débat avec ses enfants. Tout simplement, par exemple, demandez-leur ce que c'est Internet. Ils y vont, mais c'est quoi? Ça peut paraître ridicule, ils en ont une maîtrise, soi-disant, de l'usage, mais de la compréhension, vous allez être surpris. Définir le terme Internet, c'est compliqué. Et on peut s'amuser à ouvrir un dictionnaire avec eux et aller voir ce que veut dire le mot Internet. Voilà, moi, je suis encore là, ça va. Voilà. Mais par exemple, pareil pour le cloud, pareil pour les mails, pareil pour l'importance des mots de passe. Voilà, on peut ne pas savoir, mais se poser la question avec eux. Et je pense que vraiment, souvent, il y a un dialogue qui est au niveau du numérique est rompu dans les familles, où chacun fait ce qu'il veut sur son ordinateur, mais on en parle vraiment très, très peu. Et ça peut être vraiment un sujet de discussion très plaisant. Et demander ce qu'on a fait à l'école ou demander ce qu'on a fait sur Internet, c'est finalement pas très différent dans l'intérêt que les enfants peuvent porter sur l'usage de leurs enfants. Quitte à ne pas en avoir une maîtrise, mais à découvrir avec eux. Et cette horizontalité qu'on peut avoir dans l'apprentissage, c'est très agréable. Moi, ça me fait sourire parce que je suis issu d'une famille d'émigrés où la langue française n'était pas la langue de la maison. Et quand j'étais à l'école en langue française, ma maman avait déjà cette posture horizontale où elle découvrait les devoirs avec moi, n'avait pas cette supériorité de connaissances. Ah. Alors, Michael a frisé. Il a disparu, mais il ne devrait pas tarder à revenir. Des conseils en tout cas très très judicieux de votre part à tous les deux. Et effectivement, peut-être pour rebondir sur ce que disait Mickaël, le numérique, ça peut aussi être une occasion de finalement de réfléchir à la méthodologie de l'apprentissage et de la recherche d'informations ensemble. Et ce n'est pas du tout, je pense, une honte ou une tare de dire, mais écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais on va la chercher ensemble, parce que la capacité finalement à chercher cette information ensemble, c'est une compétence en tant que telle, et une compétence qui je pense, qui doit être travaillée, entraînée. Et de la même façon qu'on disait tout à l'heure, le numérique, ce n'est pas que du numérique, c'est aussi de l'esprit critique, c'est aussi une capacité à analyser des documents qu'on reçoit, etc. Finalement, toutes ces compétences sont des compétences qu'on travaille dans d'autres disciplines. En histoire-géographie, par exemple, quand on va étudier un document d'archives, comparer les sources, quand on va croiser des perspectives. Et ça, je pense que les parents, vous avez un regard sur ces outils-là, sur ces compétences-là, qui est très fort. Et c'est l'occasion justement de montrer aux enfants que ces compétences sont en réalité transférables dans le monde du numérique comme dans d'autres matières. Voilà, Michael est revenu. Je suis pas sur mon téléphone, j'en ai eu assez de la connexion Wi-Fi. Nous voilà connectés avec le provider téléphonique. Super, merci beaucoup Michael pour ta réponse. On enchaînait avec Céline en disant que c'était l'occasion justement de travailler la capacité à chercher de l'information en famille et que ce n'était pas une honte de dire je n'ai pas la réponse à ta question. Au contraire, c'est une façon de travailler une méthodologie de réflexion et d'aller chercher cette réponse ensemble en famille. Une belle conclusion. L'humilité. Exactement. Je vous propose qu'on prenne quelques-unes des questions des personnes qui nous regardent. Merci à toutes et à tous de nous partager vos questionnements. On en a eu une d'Abdella qui nous demande à partir de quel âge est-ce qu'on peut apprendre l'informatique aux enfants? Alors, je suppose que tu vas répondre. En scolaire, on est avec de l'informatique, alors du déconnecté notamment, beaucoup à partir de 3-4 ans. Voilà. Et donc, alors, il faut que ce soit encadré. On peut pas les lancer à 3-4 ans sur n'importe quoi, je pense, tout seul. Mais clairement, à partir de 3-4 ans, des petites choses, hein.
découvrir l'ordinateur, c'est quoi un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je peux aussi mettre en deux liens par rapport à ça. Essayer de comprendre la différence entre Internet, le web, de nouveau aussi, pour les plus grands, ça. Mais clairement, 3-4 ans, il y a moyen, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Céline. On a une autre question, une autre remarque d'un auditeur, Mohamed, qui nous dit, alors je vous lis son commentaire et je vous laisse réagir. Avec tout mon respect, l'éducation à distance ou numérique ne peut guère remplacer celle fournie par l'école, car cette dernière est un espace où l'épanouissement et le développement de la personnalité de l'enfant est garanti par le travail collectif et la dualité. En cette période de confinement, un commentaire très judicieux. Qu'est-ce que vous en dites tous les deux? On ne peut pas contredire ce qui est dit par Mohamed, hein, loin de là. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le numérique ne s'est jamais prétendu comme un remplaçant aussi qualitatif que le présentiel. Moi, j'ai toujours présenté comme une solution d'accompagnement supplémentaire à ce qui est proposé. Lorsqu'on peut fournir à des enfants des activités avec feedback, etc., lorsqu'ils font leurs devoirs, par exemple, de manière un peu automatisée, ou lorsqu'on peut, par exemple, en classe, poser une question à un grand groupe d'élèves qui répondent tous en même temps via un outil, plutôt que lever la main et avoir la réponse de celui qui connaît la réponse, entre guillemets, et ne pas faire intervenir les autres. Ce sont des plus-values qui se trouvent là clairement intéressantes dans l'approche numérique en classe. Maintenant, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire un petit peu, ne confondons pas tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous avons travaillé pendant des années un petit peu comme si on construisait une automobile, le numérique à l'école. On a construit quelque chose de plus ou moins qualitatif, qui est quasiment prêt à sortir et à envahir le monde. Cette voiture est quasiment parfaite. Mais à côté de ça, vient nous arriver une grosse panne et on n'a pas le temps de terminer notre véhicule. Il n'est pas construit suffisamment, les profs sont pas formés, on n'est pas prêt à démarrer. Du coup, on multiplie les dépanneuses. Et donc, on est en train d'envahir. La station n'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre, mais je l'utilise gentiment. C'est quelqu'un de l'agence du numérique ici en Belgique. Mais on multiplie les dépanneuses qui vont aller dépanner les enseignants avec des solutions de secours provisoires, des réparations de fortune, de manière à dépanner à la suite à la situation de pandémie que nous vivons maintenant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mohamed, si je ne me trompe pas dans le prénom. À l'heure actuelle, effectivement, nous proposons des services qui sont bien meilleurs que l'absence totale de cours et la suite à la distance, parce qu'on aurait pu ne rien avoir sans l'arrivée du numérique. On pourrait être stoppé dans notre développement, dans la continuité pédagogique, pardon. Donc, on a quelque chose de mieux que rien. Mais on n'a pas quelque chose d'aussi qualitatif que le présentiel, d'autant plus qu'il n'a pas été ni scénarisé, ni préparé, ni accompagné dans de bonnes conditions. Ici, moi, dans mon établissement scolaire, il y a 1000 enseignants que j'accompagne en parallèle. Imaginez bien que 1000 enseignants en parallèle ne sont pas aussi bien formés que 2 ou 3 par semaine au fur et à mesure de ma carrière. Donc, voilà, on est dans un dépannage plus informatique que pédagogique. J'en suis navré. Et j'ai d'ailleurs très, très peur que la retombée de ce qui se passe pour l'instant soit très mauvais pour le numérique en éducation. Parce que pour beaucoup d'enseignants, ça a été un outil de dépannage moins bon que le présentiel dans des situations techniques, et vous l'avez vu avec moi, qui sont parfois défavorables parce que les réseaux sont saturés, les sites ne tiennent pas très bien, les difficultés de connexion qu'on a eu ce matin sont sans doute liées aussi à cette quantité de connexion inhabituelle pour laquelle le monde n'était pas préparé. Donc voilà, vous soyez plutôt positif en fait dans ce qui est en train de se passer. On découvre, on essaye, on expérimente, mais la suite est très très importante et il y aura des enjeux à discuter dans les différentes écoles sur qu'est-ce qu'on fait de cette expérience. Ne l'achetons pas au placard et voyons si on peut améliorer nos pédagogies aussi grâce à ce qu'on a découvert, même si là dans l'urgence on a fait mieux que rien, mais pas aussi bien que ce qu'on faisait avant. Ça, je ne peux que participer à cette conclusion de Mohamed. Céline, est-ce que tu avais un mot à ajouter? Juste de dire, bah oui, je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, moi, les activités qu'on propose, nous, au niveau de Code de Wallonie, c'est un très bon exemple. Effectivement, ici, je donne des liens, code.org, etc. Mais en fait, les activités qu'on donne, on peut pas les donner pour le moment parce qu'ils manipulent. Ils sont ensemble. Le jeu du robot, on peut le faire à distance, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus utile de le faire ensemble dans la même pièce. Pareil pour la manipulation de robots. Nous, on utilise beaucoup de robots pour justement travailler la démarche scientifique notamment. On ne sait pas le faire. Donc clairement, moi je suis totalement d'accord avec Mohamed et avec Michael. Ce qu'on fait là, c'est mieux que rien, mais en fait, on verra bien ce que ça donnera quand on reviendra à une situation normale, quoi.
Par contre, si tu permets, j'aurais quand même voulu juste ajouter un dernier point par rapport à ça. C'est aussi tout le côté positif qui peut parfois être oublié dans cette situation. Et regardez ce qu'on fait maintenant. Ce live 10-10 n'existait pas avant la situation. Il a été mis en place maintenant. La communauté, honnêtement, des technopédagogues, donc des gens qui sont dans la même situation que moi, qui accompagnent les enseignants à devenir numériques, c'est accru d'une manière incroyable. Vous connaissez peut-être les difficultés politiques qu'on a en Belgique entre les différentes parties du pays, etc. Honnêtement, tout le monde pour l'instant a mis ça de côté. Tout le monde partage, tout le monde échange. Donc, cette créativité numérique, ce partage de connaissances qui est possible grâce au numérique, il faut avouer que c'est quand même quelque chose d'ultra positif qui ne peut mener qu'à vers une amélioration de la situation actuelle. Donc, on peut avoir des regards négatifs, on peut avoir des regards positifs. Si vous voulez, je vous partagerai d'ailleurs une vidéo que j'ai faite cette semaine sur les matrices 3x3 où je présente 3 opportunités de la situation, 3 dangers et 3 échecs, parce qu'il y a même des échecs déjà qu'on peut conclure. Voilà, la question c'est de l'équilibre et c'est surtout l'après. Voilà, si après vos institutions et vos enseignants n'en font rien, là on pourra parler d'un vrai échec de cette période du Covid, sans parler évidemment de toute la partie médicale et santé et mort qui ne sont pas concernés par le sujet que j'aborde maintenant, mais qui sont évidemment la priorité de chacun, bien avant la pédagogie et le reste. Merci beaucoup à tous les deux pour ces remarques très justes, très sages. Effectivement, il s'agira de capitaliser un petit peu sur toutes ces expériences qu'on aura vécues et d'essayer de garder cette dynamique de créativité. Pour compléter la réponse à Mohamed, n'hésitez pas à aller regarder l'intervention, par exemple, d'hier de Pierre-Antoine Hulmeau qui nous parlait justement des différences entre le fait de faire classe à distance et de faire classe en personne et quelques conseils aussi fort judicieux sur le fait que simplement on ne peut pas répliquer l'expérience classe en confinement de façon exactement identique. Il s'agit plutôt d'inventer d'autres manières d'activer les mêmes leviers d'apprentissage, de collaboration, de travail collectif, d'échange. Donc effectivement, et ça, pédagogiquement, cette période nous oblige à être créatifs et surtout à partager des bonnes pratiques. Donc merci infiniment à nos deux intervenants, Céline Colas et Michael Deger, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour vos conseils. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Encore désolé pour les petits aléas techniques de la journée. Ce ne seront pas les derniers, j'imagine, mais nous en sommes bien sortis. Et surtout, vous retrouverez toutes les ressources citées par Céline et Michael sur le site de Bibliothèques sans frontières, aussi bien le site international francophone que le site belge. Vous retrouverez toutes ces informations dans nos newsletters également. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et je vous remercie d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin à 10h10 cette fois-ci pour discuter de la façon de continuer à apprendre et à réviser, y compris en situation de confinement. Merci encore à toutes et à tous et merci Michael, merci Céline. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous aussi. À très vite.